Alors, je propose de parler le murmure des fantômes, c'est-à-dire la transmission, non pas d'un traumatisme à travers les générations, mais un traumatisme choque les blessés et transmet quelque chose à travers les générations. C'est-à-dire que ce n'est pas le trauma qui se transmet à travers les générations, c'est la représentation du trauma, c'est-à-dire l'idée que se font les blessés, l'idée que se fait la famille, et l'idée que se fait la culture de la blessure. Donc c'est pas le trauma qui se transmet, c'est l'idée qu'on s'en fait. Mais donc c'est pour ça que j'ai proposé d'appeler l'exposé le murmure des fantômes. Mais les fantômes ont besoin de corps pour s'exprimer. C'est pas la magie, c'est pas la transmission par l'éther, c'est la transmission par le corps à corps. C'est-à-dire que les fantômes traversent les murs et se transmettent à travers les générations parce que c'est le média du corps qui permet la transmission des fantômes. Donc voilà un peu ce que je voudrais vous proposer pendant une petite heure. Alors, de toute façon, les traumatismes sont très fréquents dans la vie, puisque dans cette salle, statistiquement, 50% des gens dans cette salle ont connu un traumatisme grave. Donc c'est une souffrance dans l'existence qui est très fréquente. Alors, est-ce que ça ne blesse que la personne ? Et est-ce que ça blesse pas son entourage? Est-ce que ça blesse pas ses enfants? Donc voilà la question qui se pose, c'est-à-dire que, mais à 3 générations, à une génération, 50% des gens dans cette salle ont subi un traumatisme grave. Alors par traumatisme, j'entends l'hébétude psychique. On ne peut plus comprendre, on ne peut plus résoudre le problème, on est hébété, c'est trop fort, c'est trop difficile, on n'y arrivera pas. Alors l'idée, la méthode pour répondre à cette question, c'est bien sûr la psychologie, mais c'est aussi la neurologie, l'éthologie et la culture. Et maintenant on intègre toutes ces approches différentes et on sait maintenant, grâce à la neuroimagerie, on voit que le cerveau des gens qui sont traumatisés et à qui on n'a pas aidé à surmonter le traumatisme, eh bien leur cerveau est éteint. C'est-à-dire que normalement, quand quelqu'un parle, regarde des images, a des émotions, il y a différentes zones cérébrales qui se mettent à fonctionner. Alors, comme je l'entends dire, on ne voit pas les idées, on ne voit pas les pensées, mais on voit comment le cerveau fonctionne. Or, quand quelqu'un est hébété, en agonie psychique, à cause d'un trauma souvent terrifiant, mais pas toujours, il arrive que des gens soient blessés par un événement de la vie qui n'est pas blessant pour le voisin. Les gens sont fracassés par un événement qui fait sourire le voisin. Donc il n'y a pas de barème de traumatisme, mais n'empêche que quand les gens sont traumatisés, leur cerveau est éteint. Ils ne peuvent plus traiter les informations. Psychologiquement, ils sont hébétés. Alors voilà un peu, mais alors je disais, à une génération, 50% des gens dans la salle ont connu une expérience douloureuse comme ça, mais à 3 générations, on peut penser que à 3 générations, on a tous dans cette salle, on a tous des ancêtres qui ont été traumatisés. Alors il ne faut pas non plus faire une généalogie linéaire. C'est pas parce que ma grand-mère a été traumatisée que je suis anxieux ou débile mental. C'est-à-dire que parmi nos ancêtres, à quelques générations, parmi nos ancêtres, on a tous une reine, une prostituée, un gendarme, un voleur, un débile profond et un prix Nobel. Parmi nos ancêtres, on a tous ça dans nos générations. Donc, il suffit de choisir à qui on veut ressembler. Je pense qu'on va vouloir ressembler à la reine et au prix Nobel, mais c'est pas sûr. Parce que j'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, quelqu'un à Digne, quelqu'un qui m'a dit, il était très fier, et il m'a dit « Je descends de Jean Valjean ». Alors je dis, c'est bien, mais comment vous savez? On a retrouvé des papiers, et il était fier. Vous savez, Jean Valjean, c'était un forçat. Ah oui, mais je suis quand même très fier de descendre d'un forçat. C'est-à-dire que, en quelques générations, c'est quand même transformé. Alors voilà un peu
comment on va essayer d'aborder le problème. Alors, les fantômes, c'est pas le désert. C'est-à-dire que si je vais à Inverness, qui est la ville à côté, j'y vais en Écosse, le dimanche en Écosse, la ville est morte. Alors là, je vous assure que ceux qui ont été en Écosse un dimanche savent que vraiment la ville est morte. Elle est morte, mais il n'y a pas de fantômes. Les magasins sont fermés, il n'y a personne dans la rue. On a affaire à une ville morte, sans fantômes. En revanche, si on va ici dans ce château, c'est le château du Loch Ness. Et regardez bien, ici, il y a une ombre ici. Vous voyez cette ombre, vous la voyez de vos yeux. C'est sûrement le monstre du Loch Ness. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, un indice, une ombre, un bouillonnement dans l'eau, un corps flottant, un tronc d'arbre, quelque chose de bizarre qui indique quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui est sûrement le monstre du Loch Ness. Alors là, le raisonnement, c'est très différent. C'est pas la ville morte d'Inverness, c'est pas ça du tout. C'est je perçois quelque chose, une ombre, un bouillonnement, un corps flottant, je perçois quelque chose qui indique je ne sais pas quoi, un mystère, une énigme, mais qui m'inquiète. Ça m'inquiète, comme dans un roman policier. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est un symbole qui n'est pas totalement abouti. La définition du symbole, elle est facile, c'est quelque chose qui est mis là pour représenter quelque chose qui n'est pas là. Voilà, ça c'est la définition du symbole. Donc ça peut être une image, ça peut être un objet, ça peut être une décoration, ça peut être un mot qui est mis là pour représenter quelque chose qui n'est pas là. Mais si le symbole est abouti, on parle, on fait des mots, on se met d'accord et on sait que une décoration est mise là pour représenter quelqu'un qui a servi la nation ou des choses comme ça. Alors que là, c'est un symbole étrange. Là, c'est un symbole énigmatique, c'est-à-dire que cette ombre que vous voyez, là, elle est mise là pour représenter quelque chose qui n'est pas là. Et que vous interprétez en disant c'est sûrement le monstre du Loch Ness. Alors, voilà l'introduction. C'est-à-dire que je propose maintenant de réfléchir en 3 chapitres. 1. Le murmure des fantômes, quelque chose qui passe. C'est-à-dire 2. Le discours des fantômes. Et 3. La manière dont on fait parler les fantômes dans la culture, c'est-à-dire les récits, les histoires de fantômes. Alors, ces fantômes-là sont particuliers, c'est-à-dire que on perçoit quelque chose qui, pour certains d'entre nous, va être étrange et angoissant, mais pour d'autres parmi nous, ça va être comme une énigme policière. Tiens, elle a dit ça tout à l'heure, elle dit ça maintenant, il y a une énigme, c'est peut-être elle qui a tué le commissaire. C'est-à-dire que là, il y a le plaisir de l'énigme. Et on voit que, par exemple, parmi les enfants de traumatisés, quand les parents n'ont pas été aidés à surmonter le traumatisme, on voit que la première et la deuxième génération, il peut y avoir des angoisses transmises par les fantômes. Mais quand les parents ont été aidés à surmonter le traumatisme, en les sécurisant, on en parlera tout à l'heure, ou en les invitant à la parole et à la clarté, leurs enfants sont intéressés par le trauma des parents. « Ah, maman, tu as connu ça, mais comment tu as fait pour t'en sortir ?» Donc le même fait, la même blessure peut provoquer, à travers les générations, des destins très différents. Ça peut être la transmission de l'angoisse, ça peut être aussi la transmission de l'admiration ou l'héroïsation du grand-père ou de la mère qui a surmonté des épreuves. Donc c'est pas linéaire, comme je vous le disais tout à l'heure.
D'ailleurs, tout le monde maintenant a renoncé aux causalités linéaires. Même en sciences dures, on a renoncé à dire qu'une cause provoque un effet. C'est une convergence de causes qui provoque un effet ou ne provoque pas. C'est une convergence de causes qui répare l'effet ou l'aggrave. Donc c'est une cause provoque un effet. Même les biologistes, même les physiciens ont renoncé à cette explication. Ces causalités linéaires. Alors, on va passer quelques minutes dans la biologie et pour essayer de comprendre un peu comment le fantôme se transmet au corps à corps, se transmet par le corps, par le corps. Et là, on va prendre des exemples issus de l'éthologie animale. Voilà ici une femelle macaque qui a... Alors, accidentellement... il y a beaucoup, les animaux meurent beaucoup, il n'y a pas de vieillesse chez les animaux parce que en milieu naturel, ils meurent tous très jeunes. En milieu humain, il y a des chiens ou des chevaux qui arrivent jusqu'à la retraite même et qui dépassent l'âge de la retraite. Mais en milieu naturel, il n'y a pas de retraités chez les animaux. Ou bien on est jeune, ou bien on flanche, et si on flanche, on est très vite éliminé. Alors que nos chiens, quand ils sont humanisés, alors là, ils ont les mêmes maladies que nous, ils ont des rhumatismes, ils ont des infarctus, mais c'est des chiens humanisés. Alors là, en milieu naturel, il y a beaucoup d'orphelins. Et les orphelins meurent, pratiquement tout le temps. Chez les singes, on voit déjà qu'il y a des femelles qui cherchent à adopter les orphelins. Quand une mère meurt, on voit plein de femelles qui s'approchent et qui cherchent à attraper le petit orphelin. Alors j'ai vu 2 femelles qui chacune avaient attrapé un petit orphelin, l'une par les pieds et l'autre par la tête, et en le tirant un peu trop fort, l'orphelin a terminé sa vie assez rapidement grâce au dévouement de ces 2 mères de substitution. Mais mais la plupart du temps, alors on voit des femelles qui entourent, qui convoitent le petit orphelin, et finalement, il y en a une qui s'approprie l'orphelin. Il y a des images très émouvantes où on voit plusieurs femelles autour de celle qui s'est emparée du petit orphelin et qui devient mère de substitution. Il arrive qu'on voit un mâle, mais c'est beaucoup plus rare. Alors, s'il y a des défenseurs de la théorie du genre dans la salle, disant que ce n'est que culturel, moi je veux bien, c'est dans la condition humaine, on ne peut pas éviter cette phrase, hein. Dans la condition humaine, tout est forcément culturel. Mais expliquez-moi pourquoi chez les macaques, c'est les femelles qui convoitent les petits orphelins, c'est peut-être la culture des macaques qui forme les femelles à s'intéresser aux petits orphelins. J'espère qu'il n'y a pas trop de défenseurs de la théorie du genre dans la salle, sinon mon espérance de vie va être fortement réduite. Alors voilà ici, donc naturellement, ça arrive et expérimentalement, cette femelle a été expérimentalement isolée alors qu'elle était petite et au cours de son enfance, elle a été expérimentalement isolée, ce qui arrête tous les développements, y compris biologiques, y compris cérébraux. Et ça, c'est vrai chez tous les mammifères macaques, mammifères chiens, mammifères supérieurs et mammifères humains. Nous, êtres humains, privés d'altérité, privés d'un autre, on arrête tous nos développements, y compris nos développements biologiques. Ce qui, pour les philosophes, ça pose un problème paradoxal, ça veut dire que j'ai besoin d'un autre pour devenir moi-même. Et si cet autre vient à manquer, je deviens rien, je deviens personne, j'arrête tous mes développements. Alors cette petite femelle a été expérimentalement isolée au cours de son enfance et on sait les troubles biologiques et comportementaux que vont provoquer l'isolement de cette petite femelle. S'il n'y a pas d'autre, les activités autocentrées vont augmenter et on voit que là, cette petite femelle a augmenté, j'ai du mal un petit peu avec le point, elle a augmenté ses activités autocentrées exactement comme le font nos enfants abandonnés. Les enfants en carence affective augmentent tous
leurs activités autocentrées. Tous. Et je ne parle pas des scanners qui sont tous atrophiés. Mais c'est résiliable, c'est-à-dire que lorsqu'on replace ces enfants avec un substitut affectif, le soir même, ils reprennent un développement. C'est-à-dire que la biologie est très plastique, et c'est pas du tout parce que quelque chose est biologique que c'est foutu. C'est-à-dire quand j'entends dire si c'est inné, il n'y a rien à faire, si c'est biologique, il n'y a rien à faire, c'est étonnamment faux. Parce que la résilience neuronale démarre le soir même. Dès que le problème relationnel, dès que le problème psychologique est non pas résolu, mais dès que le blessé est sécurisé, le soir même, les processus biologiques se remettent à fonctionner. Donc cette femelle est isolée, puis après que les troubles soient apparus, elle est remise dans un groupe où apparemment elle reprend ses comportements de jeu, de combat hiérarchique, elle apprend ce qui est nécessaire dans son développement de macaque, et elle devient normale. Sauf que, lorsqu'il arrive à la puberté, hormonalement, elle est motivée pour la sexualité, c'est-à-dire que chez les macaques, c'est les femelles qui prennent l'initiative de la sexualité. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont motivées, alors il y a beaucoup de singes, les fesses deviennent roses, chez les singes. Les fesses deviennent roses, et à ce moment-là, les femelles vont solliciter les mâles. Donc elle est motivée pour la sexualité, donc elle va solliciter le mâle, sauf que quand le mâle invité à la sexualité, quand le mâle s'approche, la femelle s'enfuit ou l'agresse. Et parce que biologiquement, elle est motivée pour la sexualité, mais comportementalement, elle n'a pas appris tous les rituels d'interaction à cause de son isolement précoce. C'est-à-dire que son isolement précoce a troublé l'apprentissage des interactions comportementales, qui fait que plus tard, lorsque elle devient pubère et qu'elle est motivée pour la sexualité, elle est motivée mais elle ne sait pas s'accoupler. Elle a peur et elle devient agressive ou elle s'enfuit. Il faut l'attraper, lui faire une procréation médicale assistée, et elle met au monde un petit mâle qui est bien entouré, qui est sécurisé dans son groupe, sauf que lorsque ce petit mâle arrive à son tour à la puberté, lorsqu'une femelle le sollicite, il accepte l'invitation de la femelle et à son tour, il se met soit à agresser la femelle, il ne sait pas s'accoupler, il agresse la femelle ou il s'enfuit, c'est-à-dire qu'il manifeste au cours de sa puberté exactement les mêmes troubles que sa mère, sauf que la mère avait été accidentellement ou expérimentalement agressée et que son fils avait été bien élevé. Donc quelque chose s'était transmis entre la blessure de la mère et le trouble acquis du petit. Et c'est pas le trauma qui a été transmis, c'est que quand on a passé au ralenti les films, on s'est rendu compte que de temps en temps, la mère, à cause de son trauma expérimental, avait elle-même des troubles de l'interaction, c'est-à-dire qu'elle s'ajustait mal au comportement du petit, elle répondait mal à ses cris, ou elle partait trop longtemps, ou elle l'agressait alors que le petit sollicitait un câlin. Donc il y avait des petits troubles qu'on n'avait pas su voir, et en les passant au ralenti, on s'est rendu compte que quelque chose avait été transmis, non pas le trauma, mais quelque chose du trauma qui n'avait pas été complètement résolu, parce qu'on n'avait pas nous-mêmes sécurisé la femelle pour la rendre capable de ne rien transmettre. Alors, dans la condition humaine, c'est la même chose, et on avait fait un travail il y a très longtemps avec les mères victimes d'inceste qui plus tard devenaient mères avec l'homme qu'elles avaient choisi. Or, quand elles mettent au monde leur bébé, toutes avaient un comportement de retrait
Et on était étonnés de ce comportement de retrait. Et là, Joël Liguezolo et Claude de Tichet à Nancy ont refait le travail de manière très propre sur le plan méthodologique, avec une petite population de mères qui avaient été victimes d'inceste et qui ensuite mettaient au monde un enfant. Et toutes avaient peur du bébé qu'elles venaient de mettre au monde. Et si on se fie qu'au comportement, on les voit comme ça face au bébé et on ne comprend pas pourquoi elles ont ce comportement de retrait. Et quand on parle avec elles, elles nous expliquent, une fois qu'elles sont sécurisées, elles nous expliquent « je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui m'est arrivé et je pense que si c'est un petit garçon, il sera un violeur, si c'est une petite fille, elle sera violée ». C'est-à-dire que l'immense trauma de ces jeunes femmes, c'est pas le trauma qui est transmis, mais le trauma a forcément troublé, altéré le développement de ces jeunes femmes parce qu'on les a laissées seules, parce qu'on les a pas aidées, et que à ce moment-là, elles ont peur du bébé qu'elles mettent au monde, ou plutôt j'aurais dû dire, elles n'ont pas peur du bébé, mais le bébé déclenche en elles une signification qui rappelle leurs blessures passées, et c'est pour ça qu'elles ont peur. Mais c'est parce qu'elles n'ont pas été assez entourées, parce que dès que ces femmes sont entourées, sécurisées, hop, elles s'orientent vers le bébé et elles changent de comportement maternel à condition d'être sécurisées. Donc c'est résiliable à condition qu'on s'en rende compte et qu'on sécurise les mères. Mais avant d'arriver à ça, il y a une transmission biologique. C'est-à-dire que il y a une transmission. Vous avez tous reconnu ici Oedipe à un stade très précoce de son développement. C'est-à-dire qu'on a réussi à photographier le spermatozoïde de Laios au moment juste où il entrait dans l'ovule de Jocaste. Donc c'est vraiment Oedipe au démarrage, au point de départ. Alors, c'est pas, j'ai dit ça donne Oedipe, mais ça donne, c'est pas vrai, j'aurais dû dire, c'est déterminé déjà par le pH vaginal de Jocaste. Si ce jour-là, Jocaste avait eu un pH vaginal, c'est-à-dire un pH alcalin, c'est probablement un chromosome porteur de X qui aurait été autorisé à rentrer dans l'ovule, et dans ce cas-là, ça aurait donné un peu de XX, ça aurait donné Oedipette et non pas Oedipe. Pour que ça donne Oedipe, il a fallu que le pH vaginal de Jocaste soit acide à ce moment-là et sélectionne un chromosome Y et ça a donné XY, ça a donné Oedipe. Mais c'est pas vrai, ça n'a pas donné Oedipe, ça a donné un petit mâle ou une petite femelle. Pour donner Oedipe, il fallait qu'il y ait une histoire, c'est-à-dire une représentation verbale de ce qui s'est passé, et que dans l'histoire d'Oedipe, il ait été abandonné, puis il ait trouvé une famille de substitution, puis il y a eu un secret de transmission, un fantôme, qu'il ait ignoré que Jocaste était sa mère, puisqu'on lui avait pas dit, et quand l'oracle de Thèbes lui dit « mais tu sais, tu as fait 3 ou 4 enfants », les hellénistes dans la salle, c'est 3 ou 4 enfants, je ne me rappelle pas. Bon, enfin, on en parlera tout à l'heure. Tu as fait 3 enfants à ta mère, tu te rends compte, c'est un crime. C'est-à-dire que là, la transmission a été la révélation du secret, et Oedipe se crève les yeux et part dans les faubourgs d'Athènes avec Antigone, peut-être pour répéter l'histoire oedipienne, je ne sais pas. Mais avant d'arriver à... Donc c'est la biologie, c'est pas l'histoire. Mais quelque chose est déjà transmis biologiquement, puisqu'on constate que maintenant on sait doser. Dès ce stade, si les parents ont été traumatisés, on voit que l'émotion, c'est-à-dire la cortisone, l'adrénaline, toutes les substances du stress sont sécrétées en abondance, ce qui modifie non pas la bandelette génétique, mais ça modifie l'expression de la bandelette génétique. Vous me suivez? C'est-à-dire que il n'y a pas de mutation biologique. La bandelette ADN, c'est la bandelette de papa ou de maman. C'est-à-dire que c'est la bandelette. Mais
on a photographié des méthylomes, c'est-à-dire des radicaux méthyl, CH3 pour les chimistes qui sont dans la salle, et ces radicaux méthyl font des sortes de bouchons, ils se collent entre eux, et ils se collent sur la bandelette ADN dont ils modifient l'expression. Et on voit par exemple chez des rats, on voit des rats sécurisés, dont la mère a été sécurisée, et les rats deviennent des gros rats roux paisibles, alors qu'une population de rats dont la mère a été stressés, accidentellement ou volontairement, en tapant dans les mains, en faisant du bruit, en mettant de la lumière, enfin, généralement, ce qui stresse les rats, c'est la lumière et le bruit surtout. Eh bien, les petits, qui ont le même équipement génétique, vont devenir donner des adultes petits, roux et noirs et hyperkinétiques. C'est la même bandelette. Simplement, le milieu a modifié l'expression de la bandelette. Donc quand j'entends dire il y a un programme génétique, c'est un non-sens total. Parce que le même programme est un alphabet qui peut raconter des discours biologiques totalement différents selon le milieu. Donc il n'y a pas de mutation, mais il y a déjà une transformation. Et on voit que quand la mère a été stressée, alors je dis bien, ce qui provoque le fantôme, c'est pas la mère, comme l'a dit notre culture, c'est le malheur de la mère. C'est pas pareil. Le malheur de la mère, ça peut être son mari, violence conjugale. Le malheur de la mère, ça peut être la précarité sociale. Tout est un problème, tout est un trauma. Manger, trouver une école pour les enfants, dormir, payer tout est un problème, tout est un trauma. Ou alors, ça peut être l'histoire de la mère, comme je disais tout à l'heure, pour les mères victimes d'inceste. C'est-à-dire que quand le malheur de la mère, je souligne, stresse la mère, elle augmente la sécrétion du cortisol, qui est un marqueur biologique du stress. On a tous besoin d'être stressés dans la vie pour se mettre en alerte, mais des fois le stress est trop long ou trop répété, et il finit par franchir les barrières. Et notamment quand la mère est enceinte, le cortisol passe dans le liquide amniotique de la mère. Et là, je vais citer le travail de Shaul Harel, avec qui on travaille de temps en temps, et qui est professeur de neuropédiatrie à Tel Aviv, et qui a fait une population de 170 femmes enceintes qui consultaient pour syndrome psychotraumatique à cause de la guerre chronique de ces pays. Enfin, guerre chronique, je gomme chronique parce que maintenant, tous ces pays sont en tragédie de guerre, tous. Et donc il y a 170 femmes enceintes qui consultent d'elles-mêmes pour syndrome psychotraumatique. Les psychologues s'occupent très bien des mères, ils obtiennent statistiquement de bons résultats, mais Shaul a l'idée de doser le cortisone dans le liquide amniotique de la mère et de faire des résonances magnétiques aux bébés qu'elles viennent de mettre au monde. Elles ont mis au monde 170 bébés, pas de jumeaux, pas d'accident. Tous ces bébés avaient une atrophie fronto-limbique. C'est-à-dire que tous ces bébés arrivaient au monde avec une altération cognitive, une altération cérébrale, parce que leur mère avait été stressée, et leur mère avait été stressée, c'est pas leur faute, elles auraient bien aimé vivre dans un pays en paix, et leur mère avait été stressée parce que le pays est en guerre, et que tous les jours, il y avait la ration de mauvaises nouvelles, d'explosions, de morts, de proches, de voisins, tous les jours. C'est-à-dire que là, c'est pas là. Quand j'entendais dire, on le dit moins maintenant, c'est la faute de la mère, c'est un crime. C'est un crime. C'est pas la faute de la mère, c'est la faute au malheur de la mère, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais enfin, j'ai remarqué que quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. C'est-à-dire que, comme c'est elles qui portent les bébés, si elles sont malheureuses, c'est elles qui transmettent quelque chose, même si c'est le mari ou la société qui sont la cause de leur malheur. C'est elles qui traduisent, puisque c'est elles qui portent les enfants. Alors, on voit donc déjà que il y a des radicaux méthyl et que c'est une biologie des fantômes. Les bébés
arrive au monde avec déjà un retard, une altération cognitive. Si on se rend compte tôt, on sécurise la mère et le bébé, et c'est rattrapé, la résilience neuronale se déclenche la nuit même où la mère est sécurisée. La nuit même, les métabolismes se remettent à fonctionner. Donc là, contrairement à ce qu'on dit, la résilience biologique, la résilience neuronale est la plus facile à déclencher. La résilience psychologique, il faudra parler, il faudra travailler un peu. Et la résilience culturelle dont je parlerai tout à l'heure, alors là, on est tous dans le bain et tous, on devra travailler pour modifier la culture. Mais on va encore rester un petit peu dans la résilience biologique. Et on voit que lorsque des bébés génétiquement sains, biologiquement sains, arrivent au monde parce que leur mère a connu un malheur, eh bien, leur cerveau est altéré et ils ont acquis une vulnérabilité neuro-émotionnelle. Le lobe préfrontal est paré atrophié, mais si on sécurise la mère et le bébé, très rapidement, la pseudo-atrophie va disparaître, le circuit limbique est atrophié, et là, on voit que là, les cellules sont vraiment éclatées. Les cellules sont mortes, mais une autre zone du cerveau pourra se mettre à fonctionner, à condition de sécuriser la mère et le bébé. C'est-à-dire qu'il faut, si on les laisse tout seuls, c'est perdu. Mais un homme seul, un être humain seul, ne peut pas vivre seul. On éteint tout s'éteint. Alors, en revanche, dès que la vulnérabilité neuro-émotionnelle est acquise, c'est-à-dire que une des fonctions du lobe préfrontal, c'est d'anticiper l'avenir, c'est-à-dire jusqu'à l'angoisse, mais c'est aussi de freiner l'expression émotionnelle de l'hippocampe, et notamment de l'amygdale rhinencéphalique, qui est le socle neurologique des émotions. Et ça, on peut l'affirmer, parce que quand il y a des lobotomies, il y en avait avant la limite, les lobotomies sont un crime, interdit bien sûr par la loi, mais avant la réduction des vitesses en voiture, il y avait presque en France, presque 3000 lobotomies par an, et qui étaient dues aux accidents de voiture. Les gens freinent, tapent la tête contre le pare-brise, ils ont 2 hématomes, des poches de sang. Quand la poche de sang se résorbe, il y a un trou, ils ont une lobotomie. Donc c'est la voiture qui provoque des lobotomies. Maintenant, si c'est une lobotomie chirurgicale, c'est très facile à faire. Si vous voulez que je vous apprenne, c'est facile, vous viendrez me voir après. Et vous prenez une tige, une aiguille à tricoter, vous la faites rentrer par le creux au-dessus de l'orbite, là il y a un petit creux que vous pouvez palper, vous passez le creux, vous arrivez à la face interne de l'os, vous forcez un petit peu, vous arrivez à la face inférieure du lobe préfrontal, vous enfoncez l'aiguille, vous bougez l'aiguille et vous avez une lobotomie. Et c'est même pas la peine de faire une anesthésie. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez gagner votre vie en faisant des lobotomies, ça s'est fait, ça s'est fait. Il y a des gens qui ont gagné leur vie en faisant des lobotomies, et je crois même que la petite sœur de John Kennedy a eu une lobotomie. Aujourd'hui, on pourrait la guérir relationnellement, et elle a eu une lobotomie. Mais lorsque le lobe préfrontal est altéré par un accident ou par le malheur de la mère, ça ne freine plus l'amygdale et toute information devient une agression. Parce que quand la mère est agressée par la vie ou par le mari ou par son histoire, elle sécrète facilement beaucoup de cortisone et au-dessus d'un certain seuil, la cortisone pénètre dans le liquide amniotique. Et on a rendu observable à Toulon, dans des publications qu'on a faites en 1980, que quand la mère parle, les hautes fréquences sont filtrées par le corps de la mère, mais les basses fréquences sont très bien transmises. Ça vibre. Une basse fréquence, ça vibre. C'est pour ça que les crooners chantent toujours dans les basses fréquences. Vous avez remarqué? Parce que dans les basses fréquences, c'est des caresses verbales. Donc, si vous voulez séduire une femme, vous chantez ou vous parlez dans les basses fréquences. Alors que si vous parlez, Chaban Delmas, qui avait beaucoup de hautes fréquences, avait une voix de fossé, et on disait que c'était pas un séducteur. C'est ce qu'on disait. Mais
Donc ça veut dire que si vous voulez être un crooner, vous avez intérêt à avoir des basses fréquences, ou même la calasse, quand elle chante, même dans les hautes fréquences, elle a un petit vibrato. Donc elle érotise les hautes fréquences avec un petit vibrato. Or, lorsque la mère parle, les hautes fréquences sont filtrées par son corps, les basses fréquences sont très bien transmises dans le liquide amniotique, sauf que ça vient caresser la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Sauf que quand elle parle, le bébé déglutit 4 ou 5 litres de liquide amniotique par jour, et si la mère est stressée trop ou trop longtemps, le liquide amniotique est bourré de cortisol, donc le bébé avale 4 ou 5 comprimés de cortisone par jour. Et quand on est bébé, ça fait éclater les cellules du système limbique qui deviennent alors là réellement atrophiées. Système limbique. Ce qui veut dire que à ce moment-là, si on ne fait rien, la moindre information deviendra pour lui une alerte. Donc, l'idée que je vous propose, et je vais arrêter maintenant avec la biologie, c'est que il y a des fantômes dans nos gènes et ils sont transportés par l'émotion non apaisée de la mère ou du père. Alors le père, lui, c'est pas par le ventre qu'il va transmettre l'émotion, mais c'est par son comportement ou par ses mots. Et si un père n'est pas sécurisant parce qu'il est violent, parce qu'il est dépressif, parce qu'il ne comprend pas, eh bien, il y aura le même effet de transmission chez les enfants, mais le fantôme passera par les mots, par les attitudes paternelles, alors que chez les femmes, le fantôme passe par le ventre des mères, mais et surtout par médiatisé par les substances du stress. Alors voilà, je vais terminer un peu avec ce que je voulais dire de la partie biologique de mon exposé. Alors maintenant, on va rentrer dans la partie plus psychologique. On va abandonner la biologie, mais on sait qu'elle agit quand même. Mais pendant quelques minutes, on va parler de psychologie. Alors voilà ici un album de photos. Une histoire à la Maupassant. Vous savez, il y a un feuilleton terrifiant et très beau actuellement sur Maupassant. C'est vraiment la condition en Normandie, la condition d'existence en Normandie au XIXe siècle était vraiment effrayante. Et là, c'est une histoire à la Maupassant. Monsieur se marie et monsieur et madame sont très amoureux. Et monsieur a une aventure extra-conjugale dans les jours qui suivent la cérémonie de mariage. Et la dame, une seule aventure, et la dame, la maîtresse d'un soir, est enceinte. Et elle dit à son amant, ben voilà, maintenant, qu'est-ce que tu décides ? Je suis enceinte et je ne peux pas avorter. Et son amant lui répond, mais je viens de me marier, je suis très amoureux de ma femme, je ne peux pas la quitter. Donc la femme, la maîtresse d'un soir, enceinte, se suicide. Et monsieur donc est coupable, il se sent coupable, et il est coupable de la mort de sa maîtresse et du bébé qu'elle commençait à porter. Alors il est terrifié, abattu, sa jeune femme s'en rend compte, et il lui avoue le crime. Il lui avoue. Et comme sa femme est encore amoureuse, elle lui dit, ben écoute, pour réparer ta faute, on va adopter un enfant. Alors son expression, c'était « on va adopter un enfant à la sortie ». Et donc ils adoptent une petite fille à la sortie, c'est-à-dire dès la naissance, ce qui est une bonne méthode pour adopter, un bon moment pour adopter. Et ils décident de ne pas dire à la petite fille qu'elle est une enfant adoptée, parce que comment dire sans mentir, comment dire à l'enfant, tu sais, on t'a adopté parce que ton gentil papa que tu aimes beaucoup et qui est tellement gentil avec toi, eh bien, il est responsable de la mort d'une femme et de son bébé.
allez dire ça à la petite fille que vous venez d'adopter et chez qui vous aime beaucoup et avec qui vous êtes attaché. Impossible à dire, impossible. Donc il faut mentir et les parents font secret de cette tragédie à la Maupassant. Et la petite fille, dans un premier temps, se développe très bien, parce que les parents sont très bien, tous les deux, même le père, ils sont très bien, sauf que le père a une gentillesse morbide. Il est d'une gentillesse telle que il veut se faire pardonner, donc il accepte tout de sa fille et il n'énonce jamais la loi, il n'énonce jamais de limite. Elle peut tout se permettre parce que jamais le père n'osera tracer une limite. Vous pensez bien, tracer une limite après ce que j'ai fait, après le crime que j'ai commis, je ne peux pas, c'est impossible. Et il n'impose aucune limite et vers l'âge de 7-8 ans apparaissent des troubles du comportement où l'adorable petite fille, en compagnie de parents adorables, l'adorable petite fille devient absolument odieuse. Et odieuse comme savent le faire parfois les enfants. Et elle arrive à la préadolescence et elle se met à battre ses parents, et notamment à battre son père. Et c'est pas rare du tout. Au Japon, 4% des parents sont battus par leurs enfants. Au Québec et aux États-Unis, 1%. Et en France, on a évalué à 0,4%. Donc c'est un phénomène qui est pas rare, mais les parents sont tellement terrifiés et malheureux qu'ils vont, pour ainsi dire, jamais au commissariat. On les entend en psychothérapie, mais comment aller au commissariat pour dire « ma petite fille me bat ». C'est impensable. Alors comment ça se passe ? Un jour, les parents et l'enfant regardent la télévision et les parents se mettent à parler. Alors la petite fille, on va dire 10-12 ans, dit « taisez-vous, j'écoute ». Les parents se taisent, puisqu'ils ne mettent pas de limite, ils se taisent, et 2 minutes après, ils se remettent à parler. « Je vous ai dit de vous taire », dit l'enfant. Alors les parents se taisent, et puis ils se remettent à parler, et la petite fille prend son père par le col, le sort de son fauteuil, c'est une petite fille, ouvre la porte et le pousse sur le palier. Et le père, 3 fois plus gros qu'elle, se laisse faire parce qu'il a commis un crime. Et quand je l'ai en entretien, il me dit « cet enfant est ma punition, je suis obligé de me laisser faire ». Donc il se laisse mettre sur le palier et sa femme complice lui fait une valise et lui donne un peu d'argent pour qu'il aille dormir à l'hôtel. Et comme il n'y a pas de limite, l'enfant escalade les rapports de violence envers ses parents. Et quand je l'ai en entretien, elle me dit « mais je me demande pourquoi, quand je voulais provoquer un conflit avec mes parents, j'allais chercher un album de photos. » Parce qu'on l'a tous fait, ce jeu, avec nos enfants ou nos petits-enfants. Et on prend un album de photos où les cadres sur les murs racontent notre histoire. Hein, on a tous des cadres. Et ça, c'est la maman qui, et ça, c'est le papa qui, et ça, c'est la tante Noémie, c'est la sœur de... Enfin, on a tous joué. On a joué à la filiation. Ce qui, pour un enfant, est tout à fait important, d'inscrire un enfant dans une filiation. Voilà, tu n'as pas connu ton arrière-grand-père, mais il était voleur de chevaux. Oh, quel beau métier. Enfin, on a tous raconté, on doit raconter l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, pour accueillir nos enfants et les inscrire dans une filiation, dans une culture, dans un langage, dans une religion. On doit les accueillir. Et là, elle me disait, mais je ne comprends pas, chaque fois que j'ai envie de me disputer avec mes parents, je vais chercher l'album de photos et on commence à jouer. Et puis tout d'un coup, mon père quitte la pièce, ma mère se met à bafouiller, ou ma mère me dit, bon, ben on expliquera plus tard. Mais plus tard, c'est toujours plus tard, c'est jamais maintenant plus tard. Donc plus tard, c'est plus tard. La petite fille perçoit, rappelez-vous le monstre du Loch Ness, la petite fille perçoit quelque chose, elle perçoit une étrangeté comportementale de son père, elle perçoit un bégaiement de sa mère, elle perçoit une crispation anxieuse de ses parents, elle perçoit un indice qui indique je ne sais quoi du fantôme.
Elle perçoit quelque chose, mais elle ne sait pas ce que ça désigne. Elle est inquiète et elle se met à maltraiter ses parents qu'elle aime. Elle aime beaucoup ses parents qu'elle maltraite avec une perversité que ont parfois les adolescents qui ne savent pas se freiner, qui se permettent tout parce qu'ils savent pas, on leur a pas appris à se freiner. Et les parents se laissent torturer par la petite fille. Mais parfois la transmission du trauma n'est pas toujours aussi tragique et parfois il arrive que la transmission du trauma soit tragique à la première génération et héroïque à la deuxième ou troisième génération. Alors, madame, elle a 15 ans pendant la Seconde Guerre mondiale et elle est ulcérée, elle est ouvrière parce que quand j'étais enfant, toutes mes copines d'enfance étaient à l'usine à 13 ans. C'était ce qui est interdit par la loi aujourd'hui. Les petits garçons descendaient à la mine à l'âge de 12 ans. Je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au bac. Les autres allaient à l'usine, à la ferme ou à la mine. Donc elle va à l'usine à l'âge de 13 ans, je crois. À 15 ans, la guerre éclate et il y a l'occupation allemande et elle est ulcérée. Et elle gagne un peu sa vie et elle va se faire des tracts à compte d'auteur. Elle va chez l'imprimeur et elle écrit sur un tract ce qu'elle pense et elle se met à distribuer les tracts dans la rue. Avec une armée d'occupation, elle est vite repérée par des résistants qui lui disent « mais il ne faut pas faire ça, si tu vas être arrêté et tu vas être torturé, tu vas disparaître. Donc si tu veux rentrer dans la résistance, viens avec nous, mais ne fais pas ça. » La gamine vient, les résistants lui apprennent à tirer au revolver et les comportements qu'il fallait avoir dans la résistance, parce que le premier attentat marchait toujours, et généralement, parce que la Gestapo et les Allemands ne se méfiaient pas, il n'était pas connu, et généralement, le résistant se faisait prendre au deuxième attentat ou au troisième attentat, parce qu'il n'avait pas appris le métier de résistant. Et donc il fallait apprendre, et ceux qui apprenaient le métier, ils ont traversé la guerre sans être pris. Or, cette dame-là, donc, apprend le métier de résistant et arrive un chef de la Gestapo près de Villeurbanne ou près de Grenoble, et arrive un chef de la Gestapo et cette grande fille a pour mission de tuer le chef de la Gestapo. Donc elle s'habille, elle met une robe flottante, elle se rajeunit le plus qu'elle peut. Les gardes du corps ne se méfient pas de cette grande fille qui arrive près du chef de la Gestapo et le tue. Et à ce moment-là, les résistants se mettent à canarder les gardes du corps qui ripostent et se protègent et elle peut s'enfuir. Mais elle commet une faute qu'ont commis beaucoup de résistants. Elle garde le revolver au lieu de le donner parce qu'il fallait transmettre les armes, elles étaient difficiles à obtenir, et si on ne pouvait pas les transmettre, il fallait les jeter. Donc elle garde le revolver, et le lendemain, elle va dans son village où 30 otages ont été fusillés sans jugement. Dans son village, des gens qu'elle connaissait. Et elle dit, voilà, cette femme est en deuil à cause de moi, cet enfant est orphelin à cause de moi, la moisson ne sera pas faite à cause de moi, et elle commence une carrière autopunitive, comme monsieur tout à l'heure, parce que quand on est coupable, on se punit. Alors les chrétiens sont doués pour la culpabilité, mais chrétien ou pas, quand on a commis une faute, on se laisse punir. Même si on n'a pas commis une faute, si on a le sentiment d'avoir commis une faute, on se laisse punir. Et alors, et pour se laisser punir, elle épouse un haut fonctionnaire. Or, les hauts fonctionnaires sont mutés tous les 2 ou 3 ans. Donc pour les femmes, c'est difficile, parce qu'il faut changer de logement, d'école, etc. Et elle accepte, et à chaque déménagement, elle met le revolver dans un chiffon huileux, dans une boîte en fer, et à chaque déménagement, elle met le revolver sur la table du salon. Elle a 3 enfants, 3 filles. Aucun enfant n'ouvre la boîte, aucun enfant, s'ils ont ouvert la boîte, n'a posé de questions.
Et alors que la mère n'osait pas dire « j'ai tué un homme et je suis responsable ». Elle n'était pas coupable de la mort du chef de la Gestapo, mais elle se sentait coupable de la mort des 30 otages. Et elle n'osait pas dire à ses enfants « à cause de moi, 30 otages sont morts ». Mais elle aurait bien voulu qu'on lui pose des questions, c'est pour ça qu'elle mettait le revolver au milieu du salon. Aucune de ces 3 filles ne pose de questions. Et c'est le petit-fils, âgé de 15 ans à son tour, qui ouvre la boîte, voit le revolver et pose des questions. Et la grand-mère, devant ses enfants ahuris, raconte « Voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé ». Le petit-fils, émerveillé, dit « mais grand-mère, mais tu es un héros, mais c'est extraordinaire, mais il faut te décorer ». Elle a été décorée ensuite, mais à cette époque-là, elle l'était pas. Et la grand-mère raconte devant ses 3 enfants anxieuses, ce qui pour le petit-fils était un acte d'héroïsme merveilleux. Et le petit-fils lui dit « mais grand-mère, écris ton histoire ». Elle fait un petit cahier de 50 pages qu'elle me donne, et dont elle m'a donné un double. Et le petit-fils racontait l'histoire de sa grand-mère héroïque. Et c'est le petit-fils qui a tué les fantômes. Les 3 filles avaient hérité des fantômes de la mère, parce qu'elle n'avait pas la force de dire « je suis responsable de la mort de 30 personnes ». C'était pas possible. Et c'est le petit-fils qui a tué les fantômes. Donc même si les fantômes sont transmis par le silence, rappelez-vous le monstre du Loch Ness, rappelez-vous l'album de photos, les objets, le silence, les indices comportementaux transmettent le fantôme, mais c'est pas irrémédiable à condition de donner la parole. Alors voilà ici le même exemple, c'est-à-dire que la manière de parler peut changer. La parole a une fonction bien plus affective qu'informative. C'est pour ça qu'il est difficile de parler avec quelqu'un sans être ému. Ému, si on peut être enchanté, on peut être amusé, la haine aussi. On peut être en colère, la haine est un affect. On peut être en colère, je lui en veux, on est affecté. Je lui en veux d'avoir dit ça, on est affecté. Donc la parole a une fonction d'information, mais elle a surtout une fonction d'affection. Je ne sais pas si on peut dire d'affectivation. S'il y a un linguiste dans la salle, on peut dire affectivation ? Elle a dit oui. Bon, alors on va dire affectivation. On peut affectiver quelqu'un, à part ça, je ne sais pas si on peut le dire. Mais, alors, voilà ici un exemple, c'est une doctorante dont je dirige la thèse. Elle a un exemple, pendant la guerre, il y avait des histoires folles. Déjà en temps de paix, il y a des histoires folles, alors en temps de guerre, dans cette salle, on a tous un roman dans la tête. Alors que tous, vous venez de naître. Mais alors, imaginez les gens qui sont dans des pays en temps de guerre. Là, tout le monde a des épopées dans la tête. Des épopées parfois tragiques, mais parfois merveilleuses. Et même quand elles sont tragiques, une épopée comme Ulysse, comme une épopée peut se transformer en histoire héroïque, même quand ça a été une tragédie. Alors, voilà ici, la doctorante trouve 2 garçons, 2 hommes. L'un est né en 1941 et l'autre est né en 1944. Et ils sont nés d'une mère un peu particulière, c'est-à-dire que madame est allemande dans les années 30. Et elle fait partie de ces Allemands qui ont été englobés dans la Roumanie à cause des remaniements de frontières. Donc elle devient roumaine alors que sa langue maternelle, c'est l'allemand. Et qu'elle ne se sent pas roumaine, elle se sent allemande. Mais voilà. Les décisions politiques sont telles qu'elle devient roumaine. Donc elle apprend le roumain, mais chez elle, on ne parle que l'allemand. Et comme elle est juive, et en Roumanie, il y a eu une persécution terrifiante, alors qu'en France, les juifs français 2 juifs français sur 3 ont été protégés par les justes français, ce qui n'est pas le cas en Roumanie ou en Hongrie, ni en Hollande, où ils ont pratiquement tous été exterminés. Donc comme elle est juive, elle réussit à partir, elle arrive en France. Et elle parle français, et sa langue maternelle, c'est l'allemand. Et les résistants lui trouvent un travail, place de la Concorde, dans un ministère allemand, puisque c'est sa langue.
Et les résistants lui donnent pour mission de débaucher des Allemands pour les faire entrer dans la résistance. Et elle en débauche 10. 10 Allemands qui acceptent de devenir résistants français pour la France. Et c'était important parce qu'ils transmettaient tous les mouvements de troupes, tous les déplacements d'armes, enfin ils transmettaient les renseignements tout à fait importants puisqu'ils étaient fonctionnaires du ministère allemand de la place de la Concorde. Et elle met au monde un garçon en 1941. Alors je ne me rappelle pas. Oui, voilà. Donc elle met au monde un garçon en 1941. Et elle en met un deuxième au monde, en 1944. Et les deux garçons deviennent très différents. Celui qui est né en 1941 devient bien sûr psychiatre, et celui qui est né en 1944 passe son temps à faire des métiers joyeux de rencontres. Et ces deux garçons n'ont pas du tout la même mère. Quand on demande, d'après la thèse que je dirige, je lui dis la mère raconte pendant 10 minutes quelque chose qui lui est arrivé pendant la guerre, et les deux garçons doivent commenter ce qu'elle a raconté de sa guerre. Monsieur 1941 dit « mais c'est affreux, c'est terrorisant, c'est effrayant, elle a risqué sa vie, elle pouvait mourir à chaque instant. Pauvre maman, c'est effrayant, je comprends pourquoi maman est anxieuse. » Et monsieur 1944, c'est-à-dire au moment, la guerre n'était pas finie, mais Paris était libéré, et monsieur 1944 dit « mais qu'est-ce que tu racontes? Maman, mais elle n'est pas anxieuse du tout, elle rigole tout le temps, elle est très gaie. » Les deux ont raison. Parce que monsieur 1941 a été porté par une mère anxieuse qui risquait sa vie tous les jours. Et monsieur 1944 a été porté par une mère euphorique par la libération de Paris et la capitulation qui se préparait. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas la même mère. Et ils ont continué à éprouver une mère totalement différente, si bien que monsieur 1941 passe son temps. Alors la mère, elle existe encore, je crois qu'elle doit avoir 94 ans ou un truc comme ça, et elle est étonnante, elle est droite avec une mémoire fraîche, elle est étonnante. Et monsieur 1941 passe son temps à la protéger. Maman, assieds-toi. Mais ça va. Maman, t'as pas soif? Mais non, ça va. Et alors que monsieur 1944 dit, mais je vais l'inviter, on va faire le tour d'Europe et on va retourner à Berlin et à Bucarest pour voir et monsieur 1941 dit, mais ça va pas, non? Mais si elle est solide, ils n'ont pas la même mère. Et les deux ont raison. Alors, quelque chose a été transmis par la structure du récit. Et on voit là, je voulais parler de Georges Perec, qui lui aussi, alors, quelque chose a été transmis par là c'est un peu technique, donc je vais passer vite, mais si vous voulez, si ça intéresse des gens, on en parlera au moment des questions. Quand la mère a un discours fluent, sécurisé, son interaction est sécurisée et elle transmet quelque chose de sécurisant à l'enfant. Alors que quand la mère est affolée, son comportement avec l'enfant est affolé et l'enfant acquiert un attachement affolé. Et inversement, quand la mère est froide, elle a un comportement distant qui apprend à l'enfant à aimer de manière distante. Et quand la mère est fascinée par un problème, soucieuse, dépressive, elle est distante avec l'enfant, comme la mère victime d'inceste dont je parlais tout à l'heure, et elle apprend à l'enfant. Donc quelque chose se transmet par la rhétorique, quelque chose se transmet par la manière de parler, non pas par ce qu'on dit, mais par la manière de le dire. Parce que, par exemple, quand madame, celle qui avait tué le chef de la Gestapo, aujourd'hui, enfin ces dernières années, elle en parlait gaiement. Tu te rends compte ce que j'ai fait à 15 ans, on m'a engagé dans la résistance. Oh, grand-mère, mamé, tu es merveilleuse, comment je fais pour avoir une grand-mère comme ça? Alors, elle en parle gaiement, alors que pour les enfants de la première génération, elle ne pouvait pas en parler parce que la blessure, l'angoisse était fraîche et parce que la culture la faisait taire. C'est ce qui s'est passé pour Georges Perec.
sa famille disparaît pendant la guerre, et quand il veut en parler après la guerre, personne ne le croit. Parce que c'est impossible à croire. En France, c'était impossible à croire. Donc il a un discours clivé. Il a une partie du discours qui blague, qui raconte, et l'autre partie du discours qui est cryptée. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai fait cette photo. Là, il parle clairement, il a un discours, et là, il a un discours crypté. Donc, c'est devenu l'écrivain de l'énigme. Et si des gens dans la salle ont lu Georges Perec, ce qu'il faut faire, ils savent qu'il a eu le prix Renaudot à propos d'un livre étrange qui s'appelle La disparition. Et cette disparition, on met très longtemps à comprendre, tiens, c'est un style bizarre, tiens, c'est curieux, et on met très longtemps à comprendre que tout le livre a été écrit sans la voyelle E. Et ce n'est que dans le livre d'après, W, ou Souvenirs d'enfance, qu'il avoue le stratagème, l'énigme, qu'il révèle l'énigme, et qu'il dit « J'ai écrit un livre sans voyelle E pour désigner eux, mes parents disparus ». C'était le livre de l'énigme. Donc on voit que ça structure une manière de parler, et ça peut se transformer aussi en poésie, comme pour Georges Perec, qui avait un style très poétique. Donc voilà, je vais terminer. Alors, finalement, je vais terminer là-dessus, pour dire que, finalement, tout ce qu'on dit est vrai quand on parle, mais c'est vrai comme sont vraies les chimères. C'est-à-dire que dans une chimère, tout est vrai. Les pattes sont d'un lion, la tête et les ailes sont d'un aigle, la queue est d'un serpent. Tout est vrai dans la chimère, sauf que l'animal n'existe pas. Et voilà, c'est un peu la seule idée que je voulais vous proposer, c'est que finalement, si on se tait, on donne corps aux fantômes, mais parfois on est obligé de se taire, parce que la culture nous fait taire, ou parce qu'on a commis un crime difficile à avouer, même surtout à nos enfants, parce que la parole a une fonction curieuse. C'est avec les gens les plus importants de notre vie, c'est avec eux qu'on a le plus de mal à parler. C'est-à-dire que si je vais, par exemple, acheter du pain et ma boulangère me dit « Monsieur Cyrulnik, je vous aime pas ». Je suis pas très blessé, je suis un peu étonné, et puis je me dis « Ah ben celle-là, elle sait pas ce qu'elle perd ». Alors, mais si mes enfants ou ma femme me disaient les mêmes mots, là je rigolerais pas. Parce que le poids des mots, l'importance affective que je leur accorde, qu'ils ont pour moi, fait que les mots prendraient pour eux un poids, une importance énorme. Et les mêmes mots ne m'amuseraient pas et me blesseraient beaucoup, profondément. Donc c'est avec les gens les plus importants de notre vie, c'est avec eux qu'on s'exprime le plus mal, d'où la nécessité des œuvres d'art, parce que, comme Georges Perec, parce qu'on peut avoir nos porte-paroles avec des films, avec des romanciers qui sont chargés de raconter et de dire ce que nous, on n'a pas la force de dire, ou ce que notre culture nous permet pas encore de dire. Donc voilà les 2-3 mots que je voulais vous proposer, et maintenant je crois que c'est à vous la parole, mais les organisateurs m'ont dit on ne prend que les questions géniales. Donc je dis ça pour vous décontracter. Donc première question géniale.